Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Avant de commencer, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année et profitez bien de vos familles. Pour ce hors-série, nous allons parler de Hitler et ses conquêtes féminines. Pour information et pour rappel pour certains, les hors-séries que je fais à l'origine n'étaient pas prévues. Je ne devais parler que de la vie d'Hitler en suivant une certaine chronologie, mais par la suite, je me suis dit que les hors-séries pourraient donner des précisions sur certains personnages qui entourent Hitler. Et lorsque je prenais mes notes, sans penser à des hors-séries, je me suis amusé à noter toutes les conquêtes amoureuses d'Hitler, sans penser un jour faire un hors-série. Cela était juste par curiosité, mais je me suis dit que ça serait bien de vous faire profiter de ce travail. Donc, les informations sur Hitler et les femmes viennent de plusieurs livres, et il est possible que j'ai pu oublier quelques femmes au passage, parce que vous allez voir que beaucoup de femmes gravitent autour d'Hitler. Donc, si vous êtes passionné d'histoire et que vous avez d'autres femmes en tête, n'hésitez pas à l'écrire dans l'espace commentaire, cela m'intéresse. Première histoire des relations d'Hitler avec une fille remonte à l'époque où il avait une douzaine d'années. Elle nous est racontée par Reinhold Hainisch, alias Fritz Walter, qu'Hitler a rencontré dans un foyer pour hommes à Vienne. Information à prendre avec des pincettes parce que, d'après les historiens, ce personnage raconte beaucoup d'histoires, à savoir que quand Hitler le rencontre à Vienne, ce monsieur a déjà fait de la prison et ce monsieur se brouillera avec Hitler parce qu'ils ont un accord. Hitler fait des peintures et des cartes postales et ce monsieur doit les vendre. Et il semblerait qu'il y ait une embrouille. Ce monsieur aurait vendu des choses d'Hitler, des peintures, et il n'aurait pas donné l'argent. Et cela s'est fini au commissariat. Et ce monsieur fera 7 jours de maison d'arrêt suite à cette histoire. Mais en même temps, il avait donné de fausses informations sur son nom à la police. Donc, il a pris cher. Ce monsieur nous dit que Hitler, lorsqu'il avait une douzaine d'années, il était dans une ferme d'amis de ses parents ou de la famille, et les propriétaires de la ferme demandent à leur fille, qui a une quinzaine d'années, d'aller traire une vache pour apporter du lait. Et les parents d'Hitler disent à Hitler d'aller aider la fille. Et la jeune fille demande à Hitler s'il a déjà embrassé une fille. Hitler répond que non. Et la jeune fille bloque Hitler dans un coin pour l'embrasser. Et Hitler arrive à la pousser. Et il s'enfuit, tout en renversant le seau rempli de lait. Je le répète, information à prendre avec des pincettes. La deuxième histoire, cette fois-ci, nous est racontée par Goebbels dans son journal intime suite à une conversation qu'il a eue avec Hitler lui-même. Il dit « En 1904, à 15 ans, à Linz, Hitler a son premier amour. Il est éperdument amoureux d'une fille. » Donc après, la question, c'est est-ce que la fille est au courant ou est-ce qu'il aime juste comme ça ? Mais à cette époque, la mère de Hitler le change d'école, là encore pour une raison inconnue. D'après les historiens, c'est parce que il avait des mauvaises notes et sa mère pense qu'en le changeant d'école, il va s'améliorer. Et sa mère l'envoie à Ster, à 45 km de Linz. Et Hitler dira à Goebbels qu'il l'aimait tellement et il était tellement loin d'elle qu'il s'est rendu malade par amour. Et Hitler ajoute qu'il en a fini par détester la ville de Ster. Troisième histoire, d'après son ami Kubitschek, en novembre 1906, alors qu'Hitler a 16-17 ans, il tombe amoureux d'une certaine Stéphanie Maria Beta Isaac, de Linz également, et il dit qu'il souhaite l'épouser. Et Hitler, qui est grand timide, lui envoie des lettres en mode admirateur secret. Après la guerre, les gens retrouveront cette Stéphanie et lui demanderont si vraiment elle a reçu des lettres à cette époque, et
la Stéphanie confirmera que c'est vrai qu'à cette époque, elle recevait des lettres d'un admirateur secret, mais elle n'a jamais su qui lui envoyait ces lettres. Kubizek, qui sera également à Vienne avec Hitler, dira qu'à cette époque, Hitler plaisait énormément aux filles. Les filles se retournaient sur son passage, et lorsqu'il allait au théâtre ou à l'opéra, il y avait des zones réservées aux hommes et des zones réservées aux femmes. Généralement, les hommes étaient au rez-de-chaussée et les femmes au premier étage. Et Kubizek dit que les filles arrivaient à faire parvenir des baux à Hitler pour lui demander si il voulait bien sortir avec elle. Et Hitler était embarrassé et il disait « encore une ». Également, alors qu'il est à Vienne, son ami Kubizek part faire son service militaire et nous savons que Hitler a une relation platonique par échange de lettres avec Émilie Kubizek, la sœur de son ami. Donc nous ne savons pas quand cela a commencé et quand cela s'est terminé. La secrétaire d'Hitler dira que Hitler lui dira qu'il avait une maîtresse quand il était à Vienne. Donc alors, qui est cette femme ? Est-ce que Hitler l'aurait dit comme ça à sa secrétaire, ou est-ce qu'il aurait dit qu'il avait une relation avec une femme et que sa secrétaire aurait un peu amplifié la chose ? Nous n'en savons rien, et d'après ce que l'on sait, cette femme, soi-disant maîtresse de Hitler, serait Émilie Kubizek, la sœur de Kubizek, en sachant que, comme je vous l'ai dit, ils ne se sont échangés que des lettres. Lors de son arrivée à Munich, sa logeuse dira qu'il recevait des lettres d'une femme. Donc il n'y avait pas de nom, mais elle disait que l'écriture sur la lettre était celle d'une femme. Là encore, nous ne savons pas si cette femme était la sœur d'Hitler, si cette femme aurait pu être Émilie Kubizek, qui continuait à lui écrire à Munich, ou bien une autre femme. Lors de la Première Guerre mondiale, nous n'avons aucune preuve d'une relation entre Hitler et une femme. Ses camarades de combat l'appelleront le moine lors de conversations sur les femmes. Ils rajouteront également, pour rigoler, qu'il était tellement patriote que même les femmes belges et françaises ne l'intéressaient pas. Justement parce que, quand les soldats de son unité parlaient de leur rencontre avec les femmes françaises et belges, Hitler entrait dans la discussion, passionné, en disant en gros qu'il devait avoir honte et que la femme allemande était bien meilleure, etc. Et aucun de ses camarades de combat de l'époque n'a mentionné le fait qu'il ait fréquenté les femmes. Alors, pendant la guerre, à cette époque, Hitler est rarement seul, il est toujours avec ses camarades de combat. Le seul moment où il aurait pu avoir une relation avec une Française, c'est quand il dormait chez l'habitant. Pour information, les Allemands, aussi bien pendant la Première Guerre que la Deuxième Guerre, ils réquisitionnaient des logements ou voire des chambres dans certaines maisons pour loger leurs soldats. Et c'est ce qui arrivera à Hitler à de rares occasions, et c'est lors de ces rares occasions que certaines personnes disent que Hitler aurait pu rencontrer et vivre une histoire d'amour avec Lobjoie, qui justement a dit que son fils était de Hitler. Histoire démentie par les tests ADN. Ling, le majordome de Hitler, dira que lors de leur visite en France en 1940, Hitler était allé retrouver ses anciens logeurs et il avait parlé français avec eux sans traducteur. Donc il faut croire que Hitler avait des petites connaissances de français, je pense que c'est le dialogue basique, bonjour, ça va, oui, ça va bien, etc. Et Ling dira que Hitler demandera à ces gens les nouvelles d'une personne. Et que par la suite, Hitler demandera à Himmler de retrouver cette personne. Mais Ling dira qu'il ne savait pas si c'était un homme, une femme ou quoi que ce soit. Et par la suite, il supposera que Hitler avait bien eu un enfant avec cette fameuse Lobjoie. Mais Ling a écrit son livre dans les années 80, alors que le test ADN n'avait pas été fait. Donc la conclusion est que Hitler n'a pas eu de fils français. La preuve en est les tests ADN. Après, possible que Hitler ait pu utiliser cette fille
pour flirter ou pour la prendre comme modèle peinture. Parce que là encore, certaines personnes disent qu'une peinture de femme de Hitler ressemble à cette femme lobjoie. Après, juste pour information, lors de la Première Guerre mondiale, nous avons également une histoire racontée par Goebbels dans son journal intime. Il dit que Hitler lui a raconté que lors d'une permission, il est parti à Lille, au théâtre. Il est parti voir un spectacle prévu pour les militaires et il dira que l'actrice Annie Porter lui a laissé une profonde impression et qu'il était encore un grand admirateur de l'actrice. Mais il regrettait beaucoup qu'elle soit mariée à un juif. Dans les années d'après-guerre, fin 1918 et 1919, nous n'avons aucune information sur les éventuelles rencontres féminines d'Hitler. À partir de 1920, Hitler s'affiche dans les cafés de Munich avec Adelaide Klein, une beauté qui travaille comme secrétaire au Volkitscher Beobacher. Mais cela n'est qu'une relation platonique. Elle épousera par la suite le docteur Schultz de la direction des médecins du NSDAP et elle administrera également les lotissements pour les couples du NSDAP. Entre 1920 et 1922, je n'ai pas trouvé la période exacte, Hitler entretient des relations intimes avec deux femmes, Mélie Abel, dont nous n'avons aucune information, et Jenny Hogg, nièce d'un proche de Hitler et sœur d'un des gardes du corps de Hitler. Cela est rapporté par Puzzi et le baron Friedrich Karl von Eberstein, SS Obergruppenführer et chef de la police de Munich. Pour en revenir à cette Jenny Hogg, Hitler passe ses soirées dans les cafés de Munich, il bavarde toute la nuit, et Puzzi dira qu'il y a des échanges de baisers et de gestes doux. Il faut dire que cette Jenny Hogg est complètement amoureuse de Hitler et ne le cache pas. Son oncle, c'est Oskar Korner, ancien combattant, dans une unité médicale. Il participera à la bataille de Verdun. Après la guerre, il devient employé dans un magasin de jouets dont il devient propriétaire en 1919. En 1920, il devient membre du NSDAP. Il est très bon orateur et il travaillera au service propagande du NSDAP. En 1921, Jenny Hogg s'installe chez son oncle et travaille avec lui dans la boutique de jouets. Oskar Korner est très proche de Hitler et il fera les 400 coups avec Hitler pour le parti. Et il sera tué lors du putsch des brasseries. Son neveu, donc le frère de Jenny, s'appelle Ernst Hogg et il deviendra garde du corps et chauffeur de Hitler, juste avant Emil Maurice, dont il sera très proche. Il est dit également que Jenny se promenait toujours avec un pistolet quand elle était en compagnie d'Hitler pour pouvoir le protéger à tout moment. Jenny dira par la suite « J'ai cousu les premiers drapeaux à croix gammée et brassard d'après le projet de notre cher Führer. J'étais déjà une supportrice en 1919. » Jenny Hogg sera par la suite toujours dans la liste des cadeaux de Hitler. En 1924, à sa sortie de prison, Hitler est invité aux fêtes de fin d'année organisées par le photographe Hoffmann. Hitler ne veut pas y aller, mais après les arguments de Hoffmann, comme quoi les gens l'ont toujours soutenu même en prison et qu'ils l'attendent, il se décide de faire un petit saut d'une demi-heure à la fête en question. Une fois arrivé à la soirée, Elsa Brommer, une actrice de théâtre réputée très belle, embrasse sur la bouche Hitler sous la branche porte-bonheur. Donc c'est une tradition allemande. Hitler attrape une rage qu'il arrive à peine à dissimuler, ce que tout le monde a remarqué. Et en voyant que tout le monde l'observe assez choqué, il dit « Si l'on doit s'embrasser, alors c'est moi qui embrasse ». Petite précision, dans les années d'avant et d'après prison, Hitler est également entouré de vieilles dames. Il leur fait des baise-mains, leur offre des fleurs et il est très galant avec elles.
et ces vieilles dames le prennent en affection et prennent soin de lui. Ils l'habillent des pieds à la tête, lui lavent son linge sale, lui apprennent les bonnes manières dans les sociétés distinguées, leur payent les meilleurs profs d'opéra pour qu'il se perfectionne dans son parler et sa gestuelle pour ses meetings, et elle lui paye également son loyer et lui offre des cadeaux de toutes sortes. Dans ces femmes, nous pouvons citer Carola Hoffmann, veuve de 61 ans, Elsa Bruckmann, 59 ans, épouse de l'éditeur Hugo Bruckmann, la quinquagénaire Victoria von Dirksen, femme de diplomate, et la plus connue d'entre elles, Hélène Bechstein, qui se présente comme sa mère lorsqu'elle le visite en prison. Il y aura également Winfried Wagner, qui le loge chez elle quand il est de passage à Bayreux, en sachant que, à l'époque où son mari est vivant, le couple est très proche d'Hitler, ce sont des amis proches d'Hitler. Il est dit que, après la mort de son mari, Hitler et Winfried Wagner se baladaient souvent dans les parcs ou dans la rue, bras dessus, bras dessous, comme un vieux couple. Et justement, les gens proches d'Hitler diront que si quelqu'un les croisait dans la rue, ils auraient pu les prendre pour un couple, parce qu'ils étaient vraiment très proches l'un de l'autre. Pour en revenir à Hélène Bechstein, elle voit Hitler comme le gendre idéal et essaye de le caser avec sa fille, qui est 18 ans plus jeune que Hitler, Louise Elisabeth Charlotte, dit Lotte. Hitler ne la trouve pas jolie. Je n'ai pas trouvé de photo d'elle à l'âge où elle a rencontré Hitler, parce que généralement, quand elle est au contact d'Hitler, c'est toujours elle qui prend les photos. Comme là par exemple, cette photo où Hitler est avec le couple Bechstein, c'est elle qui prend la photo. Donc j'ai juste trouvé la photo de sa pièce d'identité où elle a 20 ans de plus. Donc il faut l'imaginer avec 20 ans de moins, et comme dit, elle n'est pas du goût de Hitler. Également, à la période d'avant et après prison, Hitler a un comportement étrange avec les femmes mariées. Lorsqu'il est seul, en leur présence, il se met à genoux devant elles et il leur dit « Dommage qu'elles soient prises parce que il se serait bien marié avec, qu'il serait leur esclave, etc. » Il fera cela à Elisabeth Buckner, femme d'un ancien pilote de course, à la femme de Puzzi, Hélène, qui demandera à son mari de ne rien dire, et à la femme de Hermann Hesser, qui lui est proche d'Hitler, et il ira trouver Hitler pour s'expliquer. Et après, peut-être d'autres femmes dont nous n'avons pas connaissance. Pour information, Hermann Hesser, comme déjà dit, qui est ami proche de Hitler, dira que pendant cette période, lui-même, alors qu'il est marié, Émile Maurice et Hitler courent après toutes les jolies filles. Donc là, c'est l'époque où il s'amuse à celui qui drague le plus de filles possible, d'après les dires de Hermann Hesser. Été 1925, Hitler a une relation platonique avec une jeune ado, Ada Klein, donc rien à voir avec l'autre fille Klein de 1920, et c'est une ado de 16-17 ans. Il lui donne des petits noms affectueux, mais il lui précise qu'il ne peut pas se marier et en reste là. Été 1926, Hitler rencontre Maria Retter, qui a 16 ans. Elle et ses sœurs ainsi que ses cousines tiennent une boutique de vêtements et de souvenirs au rez-de-chaussée de l'hôtel Dutch House, au Berchtesgaden. Hitler, dans des souvenirs, dira en 1942, en se rappelant de cette époque, « Misel était une jeune fille de toute beauté ». Donc Misel, c'est la jeune fille de 16 ans. Ils se fréquenteront à peu près un an. Maria appelait Hitler Wolf, c'était le surnom d'Hitler quand il voyageait pour être incognito, plus précisément Hugo Wolf, et lui il l'appelle Misel ou Mitzi, ou encore Waldfee, qui veut dire fée de la forêt. Là aussi, nous voyons que Hitler aime les jeunes filles parce que Maria est la plus jeune de ses sœurs et de ses cousines, et Hitler, dans d'autres conversations, dira que l'une des plus jolies filles de cette boutique, c'était une des cousines de Maria, et non Maria. Mais c'est avec elle qu'il flirte.
Donc généralement, Maria est accompagnée de sa sœur et Hitler est accompagné de son chauffeur et ami Émile Maurice et ils se promènent souvent en voiture et se baladent un peu partout et Maria va également à des meetings du NSDAP pour voir Hitler parler. Leur relation est platonique, bien que Hitler lui tient la main et lui dit quelques mots doux, il y aura même quelques échanges de baisers. Certains racontent que Maria aurait dit qu'elle a eu des relations intimes avec Hitler. Ce n'est pas que Maria ment, mais c'est que après la guerre, elle donnera des interviews volontiers aux journalistes et les journalistes déforment ses propos. Elle-même dira qu'elle ne parle plus aux journalistes parce qu'ils déforment ses propos, voire inventent des choses. Donc, pour cette relation avec Maria, nous nous contenterons des choses sûres comme les échanges de lettres qu'elle gardera. Par exemple, lettre du 22 décembre 1926, donc c'est Hitler qui lui écrit « Tu sais ce que tu es devenu pour moi. J'aime tant avoir devant moi ton gracieux visage et je voudrais te dire de vive voix ce que ton plus cher ami ne peut que t'écrire. Oui mon enfant, tu ne sais certainement pas ce que tu représentes pour moi et comme je t'aime. » Pour son 17e anniversaire, le 23 décembre 1926, Hitler lui offre les 2 tomes de Mein Kampf. Donc, comme déjà dit, Mein Kampf, à l'origine, c'est 2 livres et qui sera rassemblé en un seul exemplaire. Et quand il lui offre Mein Kampf, il lui fait cette dédicace et reçoit ces 2 livres que je te remets comme petit cadeau. Et si tu en as le temps et l'envie, lis-les. Et à travers eux, tu pourras mieux me connaître, plus que peut-être jusqu'à maintenant. Hitler fera savoir également à Maria que pour lui, le mariage est impossible. Pendant cette période amoureuse de Hitler, le bureau du parti reçoit des lettres et des coups de téléphone anonymes disant que Hitler passe du bon temps à Berchtesgaden avec une jeune fille mineure. Alors peut-être que cela vient du père de la jeune fille. Il est 100% social-démocrate, lui, un de ses fils et une de ses filles, et il déteste le NSDAP. Et il est également contre le fait que sa fille fréquente un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Hitler, ayant peur pour sa réputation, s'éloigne de Maria petit à petit, et d'après Max Amann, donc l'ancien sergent de la Première Guerre mondiale de Hitler et éditeur de Mein Kampf, il sera demandé à Maria, au mois d'août 1927, de faire chez un notaire une déclaration sous serment selon laquelle il n'y a jamais eu de relation sexuelle entre elle et Hitler. Il y aura également à cette époque des rumeurs de mariage, mais Hitler écrira dans le Volkitscher Beobacher « Les Leipziger Nachrichten proposent la nouvelle de mes prétendues fiançailles. Cette nouvelle est de bout en bout pure invention. Je suis tellement marié à la politique que je ne peux même pas penser à me fiancer. » Pour information, Maria Retter sera sur la liste des cadeaux de Hitler. Elle se mariera en 1930 à un hôtelier autrichien et divorcera et se remariera en 1936 avec un SS qui sera tué lors des combats en France, le 8 juin 1940. Elle se remariera en 1942 avec un autre SS qui sera gravement blessé sur le front de l'Est en automne 1941. À savoir que pour ces 2 mariages, à chaque fois Hitler envoie ses félicitations et un cadeau. Année 1927, Hitler s'intéresse à Henriette Hoffmann, dit Henny, la fille du photographe Hoffmann. Hitler l'appelle mon rayon de soleil, et Hoffmann, le photographe, ne dit rien et laisse faire. Premièrement, il sait que Hitler n'a que des relations platoniques, et deuxièmement, je pense que cela ne le dérangerait pas d'être de la famille du Führer. Mais la femme de Hoffmann ne veut pas de cette relation pour sa fille. Hitler est beaucoup trop âgé. Hoffmann parle donc à Hitler. Hitler n'est pas rancunier, c'est lui qui casera Henriette Hoffmann avec Baldur von Schirach, chef des jeunesses hitlériennes. Le couple sera intime d'Hitler, ils seront souvent invités au Berghof,
et ils seront toujours invités à boire le thé dans la maison salon de thé de Hitler, limitée en place. Les gens qui sont invités dans ce petit salon, c'est vraiment les intimes. Henriette dira « Les connaissances de Hitler en histoire et en art étaient phénoménales. Certes, à la fin, il se répétait. Nos années Oberghof étaient très heureuses. Ce n'était pas la vie que les gens racontent, comme quoi cela était ennuyeux, et le fait que Hitler débitait d'interminables inepties. » Donc ça aussi, petite information, entre parenthèses, beaucoup de gens après la guerre diront qu'Oberghof avec Hitler c'était ennuyeux, qu'Hitler faisait des longs monologues, mais par la suite, généralement dans les années 90, c'est là où les gens encore vivants ayant connu Hitler ont commencé à parler, et les gens diront que finalement Oberghof il s'amusait bien, que Hitler, bon comme déjà dit, il ne faisait pas que des monologues, il parlait certes pour apporter sa science et les gens l'écoutaient, mais généralement c'est plus les gens autour de lui qui parlaient et des fois il rajoutait son grain de sel dans des conversations. Mais comme là Henriette le dit, c'est sûr qu'à la fin Hitler devenait vieux et malade, nous le verrons par la suite dans la chronologie d'Hitler, et là c'est vrai qu'il se répète comme une personne âgée. Fin de la parenthèse. Par la suite, le couple Baldur von Schirach et Henriette Hoffmann se brouillent avec Hitler et ils ne viendront plus au Berghof. Le couple se vantera après la guerre que c'est parce que ils ont demandé des comptes sur le traitement des Juifs. Henriette a été témoin d'une arrestation brutale à Amsterdam en 1943 et en parle à Hitler. Mais Hitler venait de s'embrouiller avec Baldur von Schirach et il était encore bien énervé de son embrouille. Et c'est ce qui est la vraie raison du malaise entre Hitler et le couple. C'est non pas parce que Henriette a parlé des Juifs, mais c'est parce que Baldur von Schirach conseillait avec instance de trouver un moyen de mettre fin aux hostilités, ce qui énervera Hitler. Nous y reviendrons, Goebbels en parle également dans son journal intime. En 1929, Geli Raubal, la nièce de Hitler. Donc attendez avant de vous exciter dans l'espace commentaire. Je ne parle pas de relations amoureuses incestueuses entre l'oncle et sa nièce, mais je parle de cohabitation homme-femme. Lorsque Geli vient emménager chez Hitler, elle est âgée de 19 ans, c'est donc une jeune femme, et Hitler jusqu'à cette époque n'a jamais partagé son toit avec une femme. Et ils vont vivre quasiment 1 an et demi ensemble. Et Hitler va apprécier cette cohabitation homme-femme. Après la mort de sa nièce, Hitler ressentira ce manque d'avoir une femme à la maison. Il dira, donc généralement nous avons beaucoup d'informations venant de Goebbels, parce qu'ils avaient beaucoup de conversations privées entre eux, et Goebbels écrivait non pas l'intégralité de la conversation dans son journal intime, mais il donne la forme. Donc Hitler dira « Quand je rentrais le soir, Geli était là et on discutait. Le matin, je prenais mon petit déjeuner avec elle. Et de plus, nous savons que dès qu'il fait beau, Geli insiste pour que Hitler et ses amis intimes sortent faire un pique-nique. Elle fait également les boutiques avec Hitler et Hitler lui donne des avis sur tel ou tel chapeau, tel ou tel parfum, etc. Et justement, dans ses conversations avec Goebbels, Hitler dit qu'il aimerait bien trouver une femme, mais c'est juste des idées comme ça parce que généralement, comme il le dit, il veut rester célibataire pour la politique. Alors pour information, même avant que Geli soit là, et après, Goebbels et d'autres essayent de caser Hitler avec des femmes. Généralement, ils invitent Hitler à dîner avec une femme célibataire. Hitler est toujours galant avec les femmes. Il raccompagne la fille chez elle avec sa voiture. Mais lorsque par la suite, Goebbels ou autres demandent qu'est-ce qui s'est passé ensuite, en s'imaginant qu'il s'est passé des choses, la réponse est toujours la même, rien. Durant la période où Geli est chez Hitler, Hitler flirte avec Eva Braun, alors âgée de 17 ans. Il la rencontre début octobre 1929 dans la boutique de son photographe Hoffmann. Celle-ci est une employée de Hoffmann. Mais je ne vais pas m'attarder
sur Eva Braun, un hors-série est prévu pour elle. Nous savons qu'à cette période, Gelly rencontre en de rares occasions Eva Braun et le courant entre les deux filles ne passe pas. Gelly critique souvent les tenues vestimentaires d'Eva. Alors ce qui est marrant, c'est que la demi-sœur de Hickler critique également Eva Braun, elle déteste Eva Braun et l'appelle la vache idiote. Pour ce qui est de l'idiotie, Hickler est attiré par les belles femmes, certes, mais la femme est soit très intelligente ou très idiote. Et pour information, Eva Braun sait jouer sur les deux tableaux. C'est une fille très intelligente et qui de temps en temps joue les idiotes auprès de Hickler. En 1932, Hickler est attiré par Margaret Slezak, la fille du célèbre chanteur d'opéra. D'après Goebbels, cette fille est bête à manger du foin. Et Hickler, à table, en sa présence, n'aborde plus aucun sujet sérieux et ne fait que rigoler avec elle et ses parents sur des sujets futiles. Il l'invite souvent à déjeuner avec ses parents et même Goebbels se demande ce qu'il lui trouve. Il faut croire que cela devait se remarquer parce que peu de temps après, Eva Braun fait sa première tentative de suicide, tentative plus que douteuse, nous y reviendrons, et Hickler, lorsqu'il est au courant que Eva Braun a tenté de se suicider, il dira qu'il n'y a rien entre eux, et il rajoutera qu'à partir d'aujourd'hui, il s'occupera d'elle pour qu'une pareille chose ne puisse plus arriver. Alors, comme il y a suspicion de suicide dans la mort de sa nièce Gelly, Hickler se rapproche d'Eva pour éviter tout nouvel incident qui pourrait nuire à sa carrière politique. Donc, il se met en couple entre guillemets avec Eva Braun, mais sans vraiment être attiré par la jeune fille. Lui, à cette époque, il flirtait juste avec Eva, comme il a flirté avec toutes les autres avant elle. Et justement, pour éviter tout problème pour sa vie politique, Hickler, à partir de 1932, ne rencontre plus de femmes inconnues seules. Pourquoi ? Parce que son majordome Ling dit que Hickler lui-même lui a raconté cette histoire, que lors de sa tournée électorale à travers le Reich, une femme enveloppée dans une grosse fourrure voulait rencontrer Hickler. Mais l'escorte de sécurité de Hickler ont empêché la femme d'accéder à Hickler parce que Hickler était dans son hôtel, dans sa chambre, et comme elle insistait, les gardiens lui ont dit qu'elle pouvait rester dans le couloir pour justement parler à Hickler lorsqu'il sortirait de sa chambre. Comme déjà dit, Hickler est du genre à s'arrêter et à discuter avec les gens. Donc cela, ce n'est pas comme aujourd'hui. Si vous voulez parler au président, c'est quasiment impossible. Les gardes du corps vont vous dire de dégager. Mais à l'époque, les gardes de Hickler connaissent Hickler parfaitement bien et il arrive à Hickler de s'arrêter, de discuter avec des ouvriers ou n'importe qui. Donc ils disent à la femme d'attendre dans le couloir. Et ils disent d'un coup que la femme a ouvert son manteau en fourrure et en dessous elle avait ses vêtements tout déchirés. Et elle a hurlé « Hickler a voulu me violer ». Donc c'était une femme déjà un peu dérangée et cela a été établi que c'était un coup monté par des opposants politiques. Et justement, ils se sont dit que si l'incident aurait été produit dans la chambre de Hickler, s'il aurait été seul avec cette femme, cela aurait compromis son parcours politique. Donc à partir de cette date-là, plus aucune femme inconnue ne pouvait être seule en présence de Hickler. Pour en revenir à Eva Braun, Hickler est souvent absent. Donc là en plus, c'est la période où il devient chancelier et ensuite Führer du Reich. Donc il est souvent en déplacement sur Berlin et il ne voit que très peu Eva Braun. Il est dit que dès qu'il passe sur Munich, il passe voir Eva Braun. Mais à partir de 1935, il lui arrive de passer sur Munich et de ne pas aller voir Eva. Et en cette année 1935, des rumeurs de romance éclatent entre Hickler et la baronne Sigrid von Laffer, dont la famille riche soutient Hickler depuis 1920. Cette baronne est une très belle femme et très intelligente. Et elle est de plus en plus vue au bras de Hickler. Même les intimes de Hickler pensaient qu'elle allait remplacer Eva Braun.
Mais Hitler a d'autres plans. Il essaye de caser la baronne avec Walter Ewell, l'ambassadeur allemand d'Espagne. Mais cette baronne finira par épouser le diplomate, le comte Hans von Welczek, fils de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Mais Eva Braun, ignorant cela et en entendant les rumeurs et se sentant délaissée, elle fait sa deuxième tentative de suicide, le 28 mai 1935. Là encore, suicide plus que douteux, mais nous y reviendrons. Hitler se rapproche une nouvelle fois d'Eva et deviendra avec le temps de plus en plus proche pour former un véritable couple. Bien qu'Hitler et Eva soient en couple, Eva Braun restera toujours dans l'ombre de Hitler pour ses sorties. Et Hitler est toujours accompagné par d'autres femmes. Pour tout ce qui est sortie officielle, il est accompagné d'une des épouses d'un des dignitaires nazis. Par exemple, Annelie von Ribbentrop, épouse de Joachim von Ribbentrop, Inga Lee, épouse de Robert Lee, Emmy Göring, la deuxième épouse d'Hermann Göring, Ilse Hess, l'épouse de Rudolf Hess, qu'Hitler apprécie beaucoup parce qu'elle est avec eux depuis le début de l'aventure nazie, et Magda Goebbels, l'épouse de Joseph Goebbels, qu'Hitler apprécie énormément. Pour rappel, quand Hitler est en voyage, c'est Magda Goebbels qui lui fait ses repas dans des tupperwares. Il adore manger chez Magda Goebbels, chez le couple Goebbels, et il arrive à Hitler de recevoir Magda Goebbels sans son mari. Ils prennent le thé ensemble et ils discutent de tout et de rien. Et Magda Goebbels est une femme très intelligente. Et lors de soirées un peu moins officielles, Hitler s'affiche avec des vedettes de cinéma, théâtre, opéra, ballet, etc. L'important pour Hitler, c'est que la femme soit jolie. Pour lui, cela doit être comme dans les contes, le héros est toujours accompagné d'une jolie femme, ou il veut toujours aller sauver une jolie femme, et pour lui, à l'époque moderne, c'est la même chose. Il faut que lui, en tant que Führer, sauveur de la nation, soit accompagné d'une jolie femme. Donc il y a Leni Riefenstahl, la réalisatrice et actrice. Anecdote sur Leni, Rudolf Hess est venu l'embrouiller parce que, d'après un témoin SA, Leni aurait dit, dans des propos de table, qu'elle n'avait qu'à siffler pour que Hitler apparaisse. Speer viendra au secours de Leni pour l'innocenter, parce que Speer était justement à table avec elle. Rudolf Hess a dit à Speer qu'il s'excuserait auprès de Leni, mais il ne le fit jamais. D'après Leni, elle est sûre que c'est Goebbels qui a manigancé ce mensonge, parce que il lui a fait des avances, et elle l'avait repoussé. Pour information, et comme déjà dit, Joseph Goebbels saute sur tout ce qui bouge. Ou plutôt, saute sur tout ce qui est joli, actrice et bouge. Vous me direz, c'est un peu comme aujourd'hui, tout ce qui est producteur, etc., saute sur les actrices. Il y a United Mitford, aristocrate britannique, fan de Hitler, qui s'arrangera pour le rencontrer. Hitler avait ses habitudes dans Munich, et il aimait toujours manger au restaurant l'Osteria Bavaria. Donc, restaurant de spécialité pâtes, et vraiment le petit restaurant qui ne paye pas de mine. Mais Hitler adorait se retrouver dans ce petit restaurant. United s'arrangeait pour savoir quand Hitler réservait sa table, et elle-même allait manger le jour où Hitler allait manger. Et par la suite, elle finissait toujours à la table de Hitler, en sachant que United était la belle-sœur du chef fasciste anglais Sir Oswald Mosley. D'après les témoins de l'époque, Hitler cultivait cette relation à des fins politiques. Il évoquait souvent la politique anglaise, les relations anglo-allemandes, etc., dans l'espoir que ses pensées seraient répercutées en Angleterre. Il y a également Martha Dodd, fille de l'ambassadeur des États-Unis, qui est également espionne soviétique. Donc, on peut se demander pourquoi cette fille sortait avec Hitler. Elle devait avoir ses raisons. Ensuite, Magda Schneider, la mère de Romy Schneider,
Magda Schneider rencontre Hitler par hasard lors d'une balade près du Berghof et se lie d'amitié avec Eva Braun. Alors possible que cette rencontre n'est pas due au hasard. Pour rappel également, Hitler se balade même en tant que chancelier autour du Berghof sans problème et même sans garde du corps, et il parle souvent avec les gens qu'il croise ou les voisins. Donc, si Magda Schneider a bien manigancé son coup, elle aurait pu rencontrer Hitler, non pas par hasard, mais par calcul. D'après certaines informations, Romy soupçonne sa mère d'avoir eu une liaison avec Hitler. Ensuite, il y a Renate Müller, actrice de cinéma, qui, d'après son impresario, Zeissler, aurait dit qu'elle s'est retrouvée dans la chambre avec le Führer, après une soirée avec lui. Le Führer s'était déshabillé, et alors qu'elle était sûre qu'ils allaient faire l'amour, Hitler s'est écroulé au sol en rampant et lui demande de lui donner des coups de pied, en disant qu'il était indigne d'elle, et elle finit par accepter, ce qui excitera beaucoup Hitler. Et il y a également l'histoire racontée comme quoi au cinéma, lors de la projection d'un film de guerre, Hitler lui aurait mis sa main sur son pantalon pour lui faire sentir qu'il était tout dur. Là aussi, information étrange et bizarre. Donc soit Renate Müller raconte des mensonges, ou soit elle n'a rien dit, et c'est son impresario Zeissler qui raconte des mensonges. À moins que tout cela soit vrai, mais ça reste étrange, en sachant que Hitler compte beaucoup sur sa réputation. Ensuite, il y a également Manon Erfurt, Doris Kressler, Olga Tcherslova, Irma Belk, Kat Dorsch, Carol Hahn, Annie Ondra, Dorothea Wick, Hilde Korber, Jenny Jugo, que Hitler apprécie beaucoup, et les sœurs Hopfner. Alors les sœurs Hopfner, il y a des histoires comme quoi Hitler invitait deux sœurs, des ballerines, qui ne se séparaient jamais, et il est dit que Hitler les invitait le soir à la chancellerie et qu'il passait la nuit avec les deux sœurs. Et justement, il rentrait par une petite porte secrète et ressortait par une petite porte secrète. Donc cela ne se faisait pas aux yeux de tout le monde. Et cela est apporté par des gardes du corps, Puzzi, etc. Comme il y a beaucoup de témoins, il est sûr que Hitler voyait les deux sœurs. Mais par contre, ce qui se passait dans la chancellerie, nous n'en savons rien. La seule chose que nous savons, c'est que Puzzi dira qu'une fois qu'il était parti à Londres, par peur pour sa vie en Allemagne, il rencontrera justement les deux sœurs et il demandera alors qu'est-ce qui se passe avec Hitler le soir, la nuit, et les sœurs répondront, ou une des sœurs répondra que Hitler c'est un vieux voyeur. Alors là-dessus, nous pouvons supposer plein de choses. Peut-être qu'il est demandé de faire de la danse devant lui, ou peut-être même des danses nues devant lui, mais nous ne savons pas si Puzzi de ce côté-là a dit la vérité, ou si les sœurs ont raconté des bêtises. Quoi qu'il en soit, ce que nous savons, également raconté par plusieurs témoins, c'est que Hitler, quand il va dans les musées pour regarder les tableaux, il aime s'attarder sur les tableaux où il y a des femmes nues. Comme vous le voyez, Hitler est toujours bien accompagné lorsqu'il sort, et il sort souvent. Les historiens disent que Hitler sortira jusqu'au déclenchement de la guerre en 1939, mais les proches de Hitler, eux, parlent de 1940 et l'attaque contre la France. Alors, pour ce qui est de Hitler et du sexe, eh bien, les informations que l'on possède ne sont que des suppositions. Donc déjà, pour commencer, le fait que Hitler n'a qu'un seul testicule, ce n'est qu'une rumeur, une légende. Cela a été raconté par un prêtre qui disait qu'il avait vu Hitler blessé lors de la Première Guerre mondiale et que justement il avait été touché aux testicules. Mais nous savons qu'il avait le service 3 pièces. Déjà parce que Hitler, lors de la Première Guerre mondiale, il s'est retrouvé par exemple à uriner contre un arbre avec d'autres soldats, comme Max Amann par exemple, qui
se vante d'avoir uriné contre un arbre avec le Führer. Et également, les gardes du corps d'Hitler diront que Hitler, des fois, quand ils étaient en pique-nique ou quoi que ce soit, qu'il devait uriner, il lui arrivait d'uriner à côté d'un de ces gardes du corps qui urinait, et pareil, ils ont pu voir qu'il avait le service 3 pièces. Alors, pour ce qui est du comportement de Hitler, la première supposition est que pour Hitler, tout va bien. Comme il le dit lui-même, il a réussi à se battre contre les pulsions que les hommes ont et qu'il a gagné le combat. Et Ling, le majordome, dira que de temps en temps, il entendait des ébats entre Hitler et Eva. Speer rajoutera qu'en 1943, il avait vu Eva pleurer et lorsqu'il lui demanda ce qu'il se passe, elle lui dira que Hitler lui avait dit qu'elle pouvait trouver quelqu'un d'autre parce qu'il n'était plus en mesure de la satisfaire en tant qu'homme. Et justement, les hauts dignitaires comme Göring ou Speer par exemple diront que Hitler n'avait pas de problème de ce côté-là. Deuxième supposition, Hitler est asexuel. Il ne ressent que très peu d'attirance sexuelle, ce qui peut être en corrélation avec la première supposition, et il n'a jamais eu de rapport avec des femmes, et il a pu avoir, dans de rares occasions, des rapports avec Eva. Pour rappel, Hitler est hypocondriaque, pas au point de se laver les mains toutes les 2 secondes, mais il craint les maladies, et plus particulièrement les maladies sexuellement transmissibles. Et pour information, Eva Braun se lave plusieurs fois par jour, donc peut-être pour faire plaisir à Hitler, pour lui plaire encore plus. Troisième supposition, il est impuissant, ce qui peut expliquer qu'il ne se met pas en couple avec des femmes de son âge, qui pourraient essayer de passer à l'action, mais avec des jeunes filles, et comme c'est lui qui a l'ascendant dessus, il peut jouer à l'homme sérieux, super romantique, et beaucoup d'historiens penchent pour cette option, ainsi que certains dignitaires nazis, comme Puzzi, le photographe Hoffmann, le chef des jeunesses hitlériennes Baldur von Schirach, etc. Donc, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Alors, pour finir, je vais parler des femmes ayant bénéficié de la proximité avec Hitler et qui se sont suicidées ou qui ont tenté de se suicider. Là aussi, les historiens sont malhonnêtes. Ce n'est pas que je veux défendre Hitler ou quoi que ce soit, mais c'est pour mettre l'église au milieu du village. Ceux qui suivent la chronologie de Hitler savent très bien que je ne suis pas là pour le défendre. S'il y a des choses bien, je le dis. S'il y a des choses mauvaises, je le dis aussi. Mais là, pour tout ce qui est suicide, là, c'est vraiment les presses à scandale pour faire vendre du papier en disant « Regardez, il y a 9 femmes qui ont côtoyé Hitler et qui se sont suicidées ou ont tenté de se suicider. » Généralement, vous écoutez l'historien en vous disant « Ah ouais, c'est bizarre ». Mais si vous vous penchez sur les personnes en question qui ont tenté de se suicider, et à l'époque à laquelle ils ont essayé de se suicider, vous voyez que cela n'a pas vraiment de lien avec Hitler. Donc nous avons pour la première Geli, sa nièce, qui, comme expliqué dans le hors-série sur Geli, il est probable que cela soit un accident et non un suicide. Je vous renvoie au hors-série sur Geli pour connaître plus de détails, mais généralement, il faut vous dire qu'à ce moment-là, elle écrivait une lettre pour parler de ses vacances, de ses futures vacances, donc étrange pour quelqu'un qui veut se suicider, et également l'entrée de la balle, c'est étrange. On a plus l'impression que Geli jouait un peu au cow-boy avec le pistolet, en le faisant tournoyer et en écrivant sa lettre, et le coup est parti. Mais bon, pour tout le monde, il y a suspicion de suicide. Il y a bien entendu Eva Braun, donc elle a 2 tentatives plus que douteuses, et nous y reviendrons dans ce hors-série, plus ensuite le suicide dans le bunker avec son époux pour la fin du Troisième Reich. Les historiens disent que Maria Retter également a fait une tentative. Là aussi, il faut savoir que Maria Retter a perdu sa mère et
même pas 2 ans après, elle a perdu son père et elle se retrouve sans ses parents, ce qui a pu l'amener à une dépression pour faire sa tentative de suicide, en sachant que Hitler et elle n'étaient plus ensemble déjà depuis quasiment 1 an. De ce que j'ai trouvé, elle avait l'intention de se suicider, donc c'était par pendaison. Elle avait la corde, elle a trouvé le lieu, mais il semblerait qu'elle change d'avis à la dernière minute parce que quelqu'un vient lui parler. Information à prendre avec des pincettes parce que je ne sais pas si c'est les dires de Maria ou bien si c'est des inventions des journalistes de l'époque. Quoi qu'il en soit, rien à voir avec Hitler. C'est la perte de ses parents qui l'ont plongé dans le chagrin. Il y a Martha Todd, donc la fille de l'ambassadeur américaine espionne soviétique. Donc là aussi, ce n'est qu'une tentative parce que cette dame est morte à 80 ans. Et là également, nous savons que l'homme qu'elle aime a été exécuté en Union soviétique par le service secret soviétique, ce qui a pu la pousser à sa tentative de suicide, et non pas le fait qu'elle ait fréquenté Hitler pour des soirées. Il y a Inga Lee, donc la femme de Robert Lee, qui elle aussi elle a fréquenté Hitler mais juste pour les sorties officielles, et qui elle aurait pu plus se suicider par rapport à son mari que à Hitler. Il faut savoir que son mari est également un coureur de jupons et il ne lui donne pas une vie facile. Donc là encore, un suicide qui n'a pas vraiment rapport avec Hitler. Les historiens disent aussi que Renate Müller s'est suicidée alors qu'elle a fréquenté Hitler. Donc Renate Müller, c'est celle qui a soi-disant dit que Hitler lui a demandé de le taper alors qu'il était au sol, etc. Mais il faut savoir que cette actrice buvait beaucoup d'alcool, se droguait, et il semblerait que ce n'est pas un suicide et plus une chute accidentelle de son balcon. À moins que quelqu'un l'ait aidé en la poussant, mais là encore une fois, il n'y a pas vraiment de relation entre sa mort et Hitler. Ensuite, il y a United Mitford qui, elle, s'est suicidée, du moins a tenté de se suicider lors du déclenchement de la guerre entre l'Angleterre et l'Allemagne. Parce qu'elle est anglaise, elle aimait bien Hitler et l'Allemagne, et elle a tenté de se suicider. Elle s'est loupée, mais elle mourra de son traumatisme quelques années plus tard. Il y a Elisabeth Slezak, donc là je n'ai pas trouvé plus d'informations, mais c'est écrit dans les livres d'historiens, comptabilisé comme suicide ou tentative de suicide des proches de Hitler. Ce que nous savons, cela est raconté par une secrétaire de Hitler, c'est que Margaret Slezak était très très amoureuse de Hitler, elle aurait bien voulu se mettre en couple avec, mais Hitler lui a dit que cela n'était pas possible, et il est dit que Margaret Slezak essayera de se mettre en couple avec Hitler jusqu'en 1939. Et possible qu'elle aurait continué à essayer, mais avec le déclenchement de la guerre et le fait que Hitler sortait moins, et après plus du tout, cela a pu l'empêcher de continuer ses avances. Après, pour information, cette Margaret Slezak a un grand-père juif. Donc même si Hitler n'aurait pas eu Eva dans sa vie, il y a de grandes chances qu'il ne se serait pas mis en couple avec Margaret Slezak, bien qu'il l'appréciait. Donc après la question c'est pourquoi Margaret Slezak se serait suicidée à cause de Hitler alors qu'elle essayait de se mettre en couple avec. Elle n'avait pas l'air d'être traumatisée par sa relation avec Hitler. Il y a également Susie Liptauer, donc à chaque fois dans la liste des suicidés ou des tentatives de suicide, elle est là, mais personnellement, je n'ai trouvé aucune information sur cette personne. Même sur internet, pour essayer de voir si c'est une actrice de l'époque ou quoi que ce soit, il n'y a rien, aucune photo, donc à mettre entre parenthèses. Et après, nous pouvons rajouter Magda Goebbels, qui a fréquenté Hitler et qui, elle, s'est suicidée avec son mari et ses enfants, également à la chute du Troisième Reich. Là aussi, je vous laisse vous faire vos opinions sur qui s'est suicidé pour Hitler ou non,
en sachant que je vous ai donné les détails. Alors que d'habitude, dans les livres d'histoire ou dans les documentaires, vous avez juste les noms ou le nombre de femmes balancés comme ça, sans plus de détails. Ce que je trouve un peu malsain. Je ne suis pas revenu sur les propos d'Hitler concernant les femmes, comme il faut prendre des femmes jeunes parce qu'elles sont plus maniables, ou le fait encore où il dit que c'est mieux de prendre une femme idiote, etc. Ces propos sont facilement trouvables sur Internet, et Hitler, autour de la table, avait vraiment ces propos. Mais généralement, comme déjà dit, avec les femmes, il était très galant, il n'avait pas ce genre de propos. Donc il y a une différence entre son comportement quand il est avec des femmes et quand il parle des femmes avec d'autres hommes. Là, je me suis plus concentré sur les rencontres de Hitler avec la gente féminine. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.